vigilance a pu naître, un contexte international d'abord, pour ensuite arriver sur qu'est-ce que aujourd'hui le devoir de vigilance en droit français, donc qu'est-ce que dit la loi, et puis on finira par exposer qu'est-ce qui existe au-delà du cadre français, c'est-à-dire au niveau européen et international, et qu'est-ce qui peut être fait aussi pour poursuivre l'initiative devoir de vigilance. Donc l'idée, c'est d'essayer de rendre ça le plus concret aussi et pragmatique possible. Donc pourquoi on parle de vigilance, de quoi parle-t-on quand on parle de vigilance, et ensuite, en effet, on parlera des évolutions autour de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et on va en effet, tout au long du séminaire, intervenir l'une après l'autre. On pensait que c'était plus vivant et on a des expériences différentes, donc voilà, comme ça vous aurez l'occasion aussi peut-être de poser vos questions, et on fera peut-être un premier arrêt à la fin de la première présentation de Marie-Caroline sur le cadre normatif international, pour ensuite revenir sur la loi française. Donc l'idée là, pour commencer, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de devoir de vigilance, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de devoir de vigilance. C'est parce que, pour nous, société civile, hein, je me place de ce point de vue, il y a toutes les catastrophes environnementales ou de droits humains qui sont connues de tous. Hein. On parle du golfe du Mexique avec la pollution de BP assez récemment, ou de la déforestation, ce sont des sujets qui sont assez répandus dans les médias, aux catastrophes environnementales qui sont beaucoup moins médiatiques et qui sont uniquement connues d'un petit nombre de personnes, notamment déjà des gens qui sont sur le terrain et qui subissent ces désastres environnementaux ou de violations de droits humains, ou alors les organisations de la société civile qui travaillent autour de ces sujets-là. Et on peut par exemple citer le delta du Nigeria, au Nigeria le delta du Niger, et la pollution de Shell qui est depuis 50 ans une des régions les plus polluées du monde, et qui ne fait pas beaucoup de bruit en dehors de quelques organisations, dont Amnesty qui s'occupe du sujet. La pollution aussi provoquée en Équateur par Chevron pendant plus de 30 ans, ou un dossier qu'on suit à Sherpa sur la deuxième pétrolière française, Perenco, et des pollutions aussi environnementales, notamment en République démocratique du Congo ou dans différents pays d'Amérique latine. Ça, c'est pour ce qui concerne en effet les pollutions environnementales qui sont connues ou moins connues, mais on a les mêmes types de violations, mais de droits différents, pour ce qui concerne les violations de droits humains. Et pour citer certains exemples aussi qui sont des dossiers contentieux de Sherpa, on a par exemple Vinci et le travail forcé au Qatar, notamment pour des travailleurs migrants qui sont employés soit directement, soit par les filiales du groupe Vinci pour travailler sur les stades de la Coupe du Monde, ou encore plus récemment le financement de terrorisme par une filiale du groupe Lafarge en Syrie. Donc en fait, on voit la variété des possibilités de violation de droits humains ou droits d'environnement par les entreprises. Souvent, ce sont des catastrophes qui sont présentées comme des dysfonctionnements en fait, de l'activité économique. Or, pour nous, en tout cas à Sherpa, la façon dont on le voit, c'est que ce sont plutôt justement des conséquences du fonctionnement normal de l'activité d'une entreprise. Je ne dis pas forcément volontaire, je dis normal, et que force est de constater que le droit aujourd'hui ne permet pas justement d'éviter ces pollutions, donc ne permet pas la prévention, et ne permet pas non plus la réparation quand il y a eu pollution ou catastrophe ou violation des droits humains, d'obtenir réparation pour les victimes. Donc là, l'idée, c'est, Marie-Caroline va un peu plus rentrer dans les détails de justement cette dichotomie qu'il y a entre la réalité économique, qui est la façon dont les entreprises multinationales aujourd'hui opèrent,
et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, une filiale dans un pays du Sud peut être responsable, enfin, est responsable économiquement de la pollution ou de la catastrophe environnementale, mais ne sera pas responsable juridiquement. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, super. Alors, le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est de se dire de quoi parle-t-on exactement quand on parle de devoir de vigilance. Les cas que vient d'exposer Sandra, on a reproduit ici de manière grossière une chaîne de production, mais ça pourrait tout autant être des filiales d'un groupe de sociétés. Les cas de violation en général ont lieu tout au long de la chaîne de production ou dans différentes filiales. Aujourd'hui, dans les années 2000, quand la notion de RSE est apparue, on s'est posé beaucoup de questions autour de quoi on parle quand on parle de responsabilité sociale, de responsabilité sociétale, etc. Et on peut voir aujourd'hui, avec le devoir de vigilance, qu'il y a des questions un peu similaires qui commencent à apparaître en disant, mais le devoir de vigilance, est-ce que c'est différent de la RSE? Est-ce que c'est lié aux questions de traçabilité? Et en fait, ce qu'on voulait vous dire à travers cette première slide, c'est quand on parle de traçabilité, quand on parle d'achat responsable, de filière responsable, de RSE ou de devoir de vigilance, finalement, on parle de la même chose. Il s'agit de responsabiliser les sociétés tout au long d'une même chaîne pour des impacts négatifs qu'il pourrait y avoir soit auprès de ses filiales, soit auprès de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs. Donc, comme on le voit à travers le schéma, l'idée du devoir de vigilance, on va rentrer dans le détail après, c'est par exemple d'identifier au niveau, par exemple, d'une usine de production au Vietnam, est-ce qu'il y a du travail forcé, est-ce qu'il y a des problèmes de salaire décent, de regarder au niveau des matières premières qui ont permis la production d'un produit, est-ce qu'il n'y a pas eu des impacts sur l'accaparement des terres, sur la sécurité des travailleurs, sur le droit des peuples autochtones, etc. Et d'identifier donc au niveau de chaque étape de la chaîne les impacts potentiellement négatifs ou réels sur les droits humains et l'environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir aux sources du devoir de vigilance, parce que revenir aux sources, ça permet, au-delà d'une présentation théorique, de bien comprendre, quand on aura besoin d'interpréter le devoir de vigilance, où est-ce qu'on peut aller chercher les informations pour comprendre ce devoir de vigilance. Et c'est bien dans les normes de RSE qu'on va pouvoir le comprendre. Le livre vert de la Commission européenne en 2001 avait donné une première définition de la RSE. Et à ce moment-là, la définition était très soft. La définition de la RSE, c'était l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales. Donc ça restait quelque chose de très soft. Et à ce moment-là, c'était vraiment la prise en compte de toutes ce qu'on peut appeler les externalités positives. 10 ans après, en 2010, l'ISO 26000 est revenu sur cette définition et a proposé de dire que la RSE, c'était la maîtrise par une organisation des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et l'environnement. Donc on ne parle plus à ce moment-là de préoccupation, on parle d'impact, qui a été renforcé ensuite dans une nouvelle définition de la Commission européenne en 2011, qui a revu sa copie et a proposé de définir la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et donc, ce processus de responsabilité, de RSE, doit viser à recenser, à prévenir et à atténuer les effets négatifs que les entreprises peuvent exercer. Donc on voit bien là qu'en 10 ans, entre la première définition de la RSE au début des années 2000 et en 2011, quand elle a évolué, qu'on est passé d'une prise en compte des externalités positives à une prise en compte des impacts négatifs, ce qui a eu pas mal d'effets ensuite sur les normes qui ont été adoptées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout au long de ces différentes années, qui ont déjà commencé dès les années 70, des normes ont été adoptées au titre de la RSE, on pourrait dire ça comme ça. Des normes de soft law, donc des normes non contraignantes. C'était des lignes directrices à l'attention des entreprises. Mais il y a eu également les normes qui ont été adoptées par les entreprises elles-mêmes. Par exemple, des accords cadres internationaux, des codes de conduite, etc. Et on a vu foisonner en parallèle des normes qu'on pourrait nommer de privées,
comme l'ISO 26000 par exemple, qui n'est pas une norme issue d'État, mais qui est un organisme privé, ou la GRI, qui est une norme adoptée par un organisme privé. Et toutes ces normes-là ont commencé à créer un ensemble de règles non contraignantes pour les entreprises et elles ont commencé à construire un peu ce qui était la RSE. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est de voir l'évolution. C'est-à-dire que dans les années 70, les Nations Unies avaient commencé à réfléchir à des règles contraignantes au niveau international pour encadrer les activités des multinationales. Et puis dans les années 90, on est rentré dans une période de libéralisation des échanges, et à ce moment-là, les entreprises sont devenues des partenaires. C'était notamment le cas à partir de 92 avec le sommet de la Terre de Rio, où les entreprises sont devenues des partenaires dans le sens où il n'a plus été question de créer des règles contraignantes pour encadrer les activités. Et en 99, il y a eu le Pacte mondial des Nations Unies qui a été un peu la première, entre guillemets, grosse norme de soft law pour inviter les entreprises qui le souhaitaient à s'engager sur les droits humains et l'environnement. Et à partir de là, en fait, entre 2000 et 2010, il y a eu une multiplication de ces normes de soft law. Il y a eu la déclaration tripartite de l'OIT qui a été révisée. Il y a eu les principes directeurs de l'OCDE qui ont été révisés, qui avaient déjà été adoptés dans les années 70. Et toutes ces normes, finalement, se sont multipliées. Et à partir, depuis 2015-2016, on voit apparaître, du coup, issu de ces normes de soft law, cette notion de devoir de vigilance, qui n'est rien d'autre en fait que la prise en compte des impacts négatifs des entreprises sur les droits humains et l'environnement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va vers une multiplication de ces normes de soft law et donc un cadre non contraignant pour les entreprises, ou est-ce qu'on va vers quelque chose de plus mixte, qui va mélanger des normes contraignantes de hard law et des normes non contraignantes de soft law? C'est ce qu'on peut voir à travers cette slide. Donc, à gauche, le cadre de hard law symbolise des règles contraignantes qui sont mises en œuvre devant des juges, qui créent des obligations à tout un chacun. C'est donc le cadre de hard law, qui est très organisé et qui est vrai dans tous les états de droit, dans tous les états. À droite, on voit le cadre de soft law qui est beaucoup plus éparse. Il n'y a pas de norme qui prévaut sur une autre. C'est plutôt la pratique qui va faire qu'une norme de soft law va être plus reconnue qu'une autre. Donc là, on vous a mis les principales, donc les principes directeurs des Nations Unies qui ont été adoptés en 2011, la déclaration tripartite de l'OIT, qui a donc été révisée aussi en 2011, le Global Compact, le pacte mondial, les principes directeurs de l'OCDE à l'attention des entreprises multinationales, qui a été révisé aussi en 2011, et l'ISO 26000 qui a été adopté en 2010. C'est vraiment les grandes normes de référence. Et aujourd'hui, on peut voir un peu ce va-et-vient entre les normes de soft law qui influencent les règles juridiques, on va le voir tout à l'heure, et des règles juridiques qui influencent les normes de soft law. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive finalement à un cadre hybride entre du contraignant et du non contraignant. Mais ce qui est intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de constater que ce devoir de vigilance est issu de ce mix entre les normes de hard law et des normes de soft law. Si on regarde aujourd'hui les grandes normes générales, donc je vous ai mis ici les principes directeurs des Nations Unies, la déclaration tripartite de l'OIT et les principes directeurs de l'OCDE. Toutes ces trois normes parlaient du devoir de vigilance. Donc si on prend par exemple les principes directeurs de l'OCDE, ils disent que les entreprises devraient exercer une diligence raisonnable, fondée sur les risques, et elles devraient prendre en compte les incidences potentielles qui doivent être traitées grâce à des mesures de prévention ou d'atténuation, mais elles doivent prendre en compte également les incidences réelles, et à ce moment-là, elles doivent les traiter avec des mesures de réparation. Quand on regarde les principes directeurs des Nations Unies, ce texte précise que pour s'acquitter de leurs responsabilités en matière de respect des droits de l'homme, les entreprises doivent avoir mis en place des politiques dans lesquelles elles s'engagent à respecter les droits de l'homme, mais elles doivent également mettre en place des procédures de diligence raisonnables en matière de droits de l'homme pour 1. Identifier les incidences sur les droits de l'homme, 2. Prévenir ces incidences et atténuer les effets,
Et 3, rendre compte de la manière dont elles y remédient. Et enfin, si on prend le texte de la déclaration tripartite de l'OIT, il est dit dans ce texte que les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable afin, 1, d'identifier, 2, de prévenir et d'atténuer les incidences négatives, et enfin qu'elles doivent rendre compte de la manière dont elles remédient à ces incidences négatives. Et ce texte de la déclaration tripartite de l'OIT précise que les droits humains sont ceux qui sont reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme, mais également les principes des droits fondamentaux qui sont énoncés dans la déclaration de l'OIT, relative aux principes et droits fondamentaux du travail. Donc ça, ce sont des normes générales. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, donc on peut voir là les exemples datent de 2017, à droite de l'écran, des normes spécifiques ont commencé à voir le jour pour préciser ce qu'il faut entendre par ce devoir de vigilance dans certains secteurs particuliers. Donc là, je vous ai mis les exemples qui sont issus de textes qui ont été adoptés par l'OCDE. Donc dans le domaine des chaînes d'approvisionnement responsables en matière de minerais. Ensuite, on voit un guide sur les actions pratiques pour les entreprises pour identifier et traiter les pires formes de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement dans le minerai. Donc là, c'est bien plus spécifique, c'est que sur une thématique de travail des enfants. Il y a eu ensuite en février 2017 un autre guide qui a été adopté dans le secteur de l'habillement et des chaussures. Et en février 2017, un autre guide de l'OCDE sur le devoir de vigilance qui précise comment on doit prendre en compte les parties prenantes dans le secteur extractif. Et on voit aujourd'hui un foisonnement de tous ces textes qu'il est bien difficile de retrouver parce qu'ils sont aujourd'hui nombreux. Mais c'est intéressant de voir qu'il existe aujourd'hui, quand on se pose des questions sur le devoir de vigilance, des textes spécifiques, soit par secteur, soit sur des thématiques particulières. Quand on fait une synthèse de tous ces textes, on en arrive finalement à comprendre le devoir de vigilance. Donc ce qu'on peut voir, quand on reprend donc l'idée de cette chaîne, le devoir de vigilance, dans tous ces textes, prennent en compte cette chaîne de production ou le groupe de sociétés dans son ensemble, avec toutes ses filiales. Et donc, quand on fait une synthèse de ces textes, quand on peut voir à droite de l'écran, le devoir de vigilance consiste à 1. Identifier les risques d'impact réels et potentiels de l'activité de ces entreprises sur les droits humains, la santé, la sécurité et l'environnement. Deuxièmement, le devoir de vigilance consiste à prévenir, une fois qu'on a identifié ces impacts, les impacts négatifs, les incidences ou les violations, et à les atténuer. Et enfin, troisièmement, le devoir de vigilance consiste à communiquer sur la manière dont l'entreprise a remédié à toutes ces situations. Enfin, quand on regarde à gauche de l'écran, il y a 3 manières pour une entreprise d'être concernée. Il y a plusieurs niveaux en fait. Le premier niveau, c'est quand l'entreprise a causé ou pourrait causer une violation en matière de droits humains. À ce moment-là, on attend de l'entreprise qu'elle fasse cesser ou qu'elle prévienne les actes qui pourraient contribuer à cette violation. Typiquement, ça peut être par exemple une société située en France qui décide d'implanter une usine au Bangladesh. Il faudra que cette entreprise vérifie qu'il n'y aura pas d'impact sur les droits des communautés locales, sur les travailleurs, etc. Il y a un deuxième niveau, l'entreprise peut, de manière plus indirecte, contribuer à une violation sur les droits humains ou sur l'environnement. Ça peut être par exemple via un fournisseur. Donc admettons une entreprise donneur d'ordre en France qui va avoir un fournisseur, par exemple, qui va confectionner des vêtements au Bangladesh. Donc là, ce n'est pas elle qui aura la main directement sur l'usine. Par contre, elle peut avoir une influence directe sur ce fournisseur. Donc à ce moment-là, l'entreprise, on lui demande de contribuer et d'utiliser son influence pour atténuer le risque de violation des droits de l'homme chez son fournisseur. Et enfin, il y a un troisième niveau, encore plus indirect, quand l'entreprise, reprenons l'exemple du textile, donc elle a son fournisseur au Bangladesh, elle est située en France, et elle peut avoir un impact indirect, par exemple, sur la production de coton qui va servir à fabriquer les vêtements. Sauf que c'est un fournisseur tout au bout de la chaîne. Elle va devoir utiliser son influence pour que toute la chaîne de fournisseurs
veille à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur les droits de l'homme dans les chauds de coton, par exemple. Donc on peut voir que finalement le devoir de vigilance dont on va parler et la loi française que va vous exposer Sandra est vraiment issue de ces normes de soft law, et c'est important de les connaître parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on aura un doute ou des questions sur la mise en œuvre de cette loi ou sur son interprétation, ces normes de soft law deviennent finalement des sources d'interprétation des textes. Peut-être que si vous avez déjà des questions, on peut faire une pause avant que Sandra vous expose la loi. Alors, merci beaucoup pour cette première présentation. Avant de passer à la session de questions-réponses, on a quelqu'un qui a un micro ouvert. Donc je m'adresse à tous les participants et notamment à ceux qui sont connectés par téléphone. Il faut absolument que vous coupiez le son de vos téléphones. On a des bruits de fond qui sont assez désagréables. Il faut que vous mettiez votre téléphone en silencieux ou vous vous assuriez qu'il soit à un endroit où il n'y aura pas de bruit du tout. C'est vraiment très très important. Ça fait quelques temps qu'on a des bruits de fond qui sont pas très agréables pour la qualité d'écoute et d'enregistrement. Donc on a quelques personnes connectées par téléphone et notamment monsieur Kikete Malala Moïse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut absolument que vous fermiez le son de votre téléphone. Voilà, que vous coupiez le son. Vous devez avoir une icône sur le téléphone qui vous permet de couper le son ou d'essayer d'isoler le téléphone dans un endroit où il n'y aura aucun bruit derrière vous parce que c'est vraiment très important pour la qualité d'écoute des autres participants ainsi que pour la qualité de l'enregistrement. Donc le problème n'est pas résolu. Donc je tiens à m'excuser auprès des autres participants. Monsieur Manala Moïse, il faut que vous fermiez votre micro. Il faut vraiment le couper. Bon, j'espère que ça va aller. Donc, je vous prie de m'excuser pour ces petits désagréments techniques. Hein. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on est connecté avec une plateforme, avec des téléphones, etc. Donc, je répète pour tous les participants, éteignez vos micros, qu'ils soient sur le web ou par téléphone. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc suite à cette présentation très dense, très riche et très intéressante, c'est qu'on passe à la première session de questions-réponses. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans la fenêtre de conversation. Et en attendant qu'il y ait d'autres questions qui soient posées dans la fenêtre de conversation, je vais poser les premières questions qui ont été posées dans le formulaire d'inscription. Donc, on a eu des questions en amont de la réunion. Donc, quelle est la différence entre le devoir de vigilance et la sécurité? Est-ce que l'une de vous deux veut répondre? Oui, peut-être qu'on abordera ça une fois qu'on dira aussi un peu ce qu'est le devoir de vigilance déjà en droit français. Parce que là, la question, est-ce qu'elle concerne le droit français ou en général, puisqu'on vient de parler des normes internationales. Je ne sais pas si la question vise la sécurité telle qu'elle est mise en œuvre dans les entreprises, notamment à travers certaines normes HSPC ou pas. Est-ce que ça vise autre chose? L'idée là sur le devoir de vigilance, c'est de montrer justement ce que vient de dire Marie-Caroline et ce que je vais montrer après, c'est que c'est vraiment un devoir qui prend en compte l'ensemble de la chaîne de production, donc à la fois sur le champ est extrêmement large, c'est pas uniquement les filiales, c'est aussi les sous-traitants, et c'est sur la plupart des champs d'intervention du droit. C'est pour ça qu'on a dit de cette loi qu'elle était à 380 degrés, c'est-à-dire qu'elle vise à la fois les droits de l'homme, les droits humains et l'environnement. Donc les questions de sécurité sont évidemment, notamment de sécurité mais de l'environnement ou de sécurité des travailleurs, sont évidemment inclus dans cette notion de devoir de vigilance. D'accord, merci beaucoup. On a une autre question de vocabulaire. Quelle est pour vous la notion, pouvez-vous donner plus de précision sur la notion de raisonnable?
Marie-Caroline, tu veux compléter ou pas? La notion en fait, de caractère raisonnable, Oui. elle vient du droit français, de ce qu'on entendait par la notion de bon père de famille. Appliqué aux entreprises, c'est devenu un caractère raisonnable. Qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire pour une entreprise? Mais pas uniquement aussi le caractère raisonnable pour l'entreprise, mais le caractère raisonnable par rapport aux impacts aussi. Et ça, on le verra notamment quand on parlera tout à l'heure de la façon dont le plan de vigilance doit être élaboré, avec ou pas les parties prenantes. Qu'est-ce qui pourrait être raisonnable de la part d'une entreprise. Et en effet, je pense que là, le centre de gravité s'est déplacé, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur les impacts et les risques pour l'entreprise, mais bien aussi des risques pour les différentes parties prenantes dans lesquelles et avec lesquelles l'entreprise évolue. Oui. Et pour compléter ce que vient de dire Sandra, la notion de bon père de famille, bon, qui n'existe plus pour des questions sexistes en France, et donc qui a été remplacée juste par le terme de raisonnable, a un long historique en droit avec beaucoup de critères. Et donc la notion de bon père de famille, donc la notion de raisonnable, c'est quelqu'un qui se veut être prudent, diligent, attentif, soucieux des biens ou des intérêts qui lui sont confiés. Donc en fait, ce qui veut dire que le juge pourra vérifier que les procédures qui ont été mises en place correspondent aux usages, à la pratique et à la législation, donc à ces critères. Est-ce que l'entreprise a été prudente, diligente, attentive, soucieuse, etc. Et elle pourra peut-être, certainement également, mener un contrôle plus poussé sur les décisions elles-mêmes. Si par exemple, il n'y a pas eu ces processus raisonnables en amont. Et je vois qu'il y a une question sur quelle est la différence entre le devoir de vigilance et la diligence raisonnable. Je pense ça vient du même historique qu'il y avait eu sur la RSE. Quand on parlait de Corporate Social Responsibility, il y avait eu des problèmes de traduction entre responsabilité sociale ou responsabilité sociétale. C'est un peu la même chose. En anglais, il y a la notion de duty of care et la notion de due diligence. On en parlera tout à l'heure, mais on a fait une étude avec Sherpa sur justement cette notion de vigilance. Et on s'est rendu compte que les diligences, quand on reprend vraiment la sémantique, les diligences, ce sont des mesures. La vigilance, c'est plus un devoir général. Mais sans rentrer dans ce détail-là, en fait, on parle de la même chose. Et peut-être, du coup, pour poursuivre sur la question, la norme ISO 26000 peut être considérée comme une soft law. Oui, c'est un peu ce que vient de dire aussi Marie-Caroline, c'est-à-dire qu'on arrive avec des soft laws, enfin donc des normes internationales de droit mou qui sont donc par définition sans moyen de contrainte ou de coercition, quand même à arriver à pouvoir influencer le comportement des entreprises. Donc oui, la norme ISO 26000, c'est du droit mou, c'est-à-dire que aucune entreprise n'est obligée de se mettre en conformité à la norme ISO 26000. Elle n'est même pas d'ailleurs certifiable. Mais une fois qu'une entreprise se dit compatible avec la norme ISO 26000, il serait possible pour des parties prenantes de pouvoir l'invoquer. On pourra peut-être en discuter plus loin, ce qu'on fait aussi notamment avec les codes éthiques, les codes de conduite à Sherpa, où quand on dépose une plainte par exemple contre Auchan, parce qu'on considère que dans son code éthique ou sa charte de conduite, il est inscrit un certain nombre de faits qu'elle dit faire, justement, respecter certains droits, notamment les principes directeurs des Nations Unies, etc. Et que dans sa chaîne de production, on considère que ça n'est pas le cas. Là, pour le coup, c'était la publicité mensongère. Donc, cette idée d'utiliser des normes de droit mou en droit dur sera de plus en plus, je pense, possible pour les parties prenantes. Peut-être que du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe à la... Alors, on va rester quelques minutes parce que d'autres personnes sont en train d'écrire. Il y a encore une question qui vient de s'afficher. Une personne était en train d'écrire, donc peut-être qu'on peut répondre à celle-là et ensuite on peut passer à la suite de la présentation. Moi, je pense que cette question, en fait, on pourra y répondre après parce que c'est vraiment sur la loi française, donc la loi sur le devoir de vigilance. Est-ce qu'on considère que c'est un frein ou une opportunité? La question sur les achats.
je pense que toutes ces questions qui s'appliquent plutôt à la loi, on pourrait les prendre après, si ça vous va. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous laisse donc poursuivre la présentation et on posera cette question dans la deuxième série de questions. Nous l'a rappelé. Et donc, du coup, l'idée là, c'était